OK, Hélène, tu peux commencer. Bonjour tout le monde, je m'appelle Hélène Buteau et je suis membre du conseil d'administration de la section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux. J'aimerais commencer par souligner que le territoire sur lequel se trouve le bureau de la section d'Ottawa de l'Association nationale des retraités fédéraux est un territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Veuillez noter que notre webinaire aujourd'hui sera présenté en français, mais la participation bilingue est toujours encouragée. Bienvenue à tous au webinaire d'aujourd'hui sur la capacité cardio-respiratoire et ses effets sur la santé et la lutte contre les maladies chroniques. J'ai le plaisir de vous présenter Dr. Pierre Boulay de la Faculté des sciences et de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke. Dr. Boulay possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la prévention primaire et secondaire des maladies cardiovasculaires en tant que kinésiologue et gestionnaire. Il possède aussi une expertise en évaluation de la capacité cardio-respiratoire avec près de 25 000 tests d'effort maximal à son nom depuis le début de sa carrière. Merci d'être avec nous ce matin, Dr. Boulay, ou cet après-midi, Dr. Boulay. J'aimerais également remercier Dr. Glenn Kenny, que vous connaissez peut-être déjà, pour avoir présenté de nombreux webinaires avec la section d'Ottawa. Sans lui, cette session n'aurait pas été possible. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui sont membres de notre association et à toutes les personnes qui ne le sont pas encore. Nous espérons que ces webinaires vous donneront envie de vous joindre à nous. Quant à nos membres, nous espérons que ces initiatives vous encourageront à rester avec nous. N'oubliez pas non plus que vous pouvez toujours inviter des non-membres à s'inscrire à nos webinaires en tant qu'invités et à essayer nos services gratuitement. À la fin du webinaire, il y aura une période de questions. Alors, veuillez taper vos questions dans la boîte Q&A tout au long de la session. Je vais maintenant passer la parole à nos présentateurs. Merci. Bon après-midi à tous. Donc, comme mentionné, je vais parler sur la capacité cardio-respiratoire. Donc, capacité cardio-respiratoire, peut-être un gros mot, là, mais juste pour vous expliquer rapidement. Souvent, vous allez entendre parler de capacité aérobie ou l'endurance aérobie, ou parfois même VO2 max. Peut-être vous avez déjà eu ce type de test-là. Ça veut tout dire la même chose. Souvent, dans le terminologie médicale, on va avoir tendance à utiliser la capacité cardio-respiratoire. Donc, la capacité cardio-respiratoire, qu'est-ce que ça désigne? C'est la capacité du système circulatoire, et au niveau pulmonaire, donc tout vraiment au niveau système circulatoire et cardiovasculaire, et également la capacité justement à transporter de l'oxygène aux muscles squelettiques pour lorsqu'on va faire une activité physique ou un exercice physique soutenu, donc en endurance. Donc, la capacité cardio-respiratoire est un indicateur très important, puis c'est un peu qu'est-ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, ou je vais essayer de vous peut-être vous convaincre de l'importance de connaître sa capacité cardio-respiratoire et l'impact que ceci peut avoir là, sur votre qualité de vie, votre morbidité, mortalité, surtout maintenant que vous êtes à la retraite. Donc, en parlant de retraite, mais justement, si j'aurais été en personne, j'aurais pu vous poser des questions, mais c'est la vie après la retraite ou à qu'est-ce qu'on espère être comme personne à la retraite. Puis je demandais également la question à mon épouse hier soir. Je disais, ben, c'est quoi les 4 choses que tu aimerais lorsque tu vas être rendu à la retraite? Parce que je commence moi aussi à penser à la retraite là, à l'intérieur de 10 ans. Les choses qui ressortaient, c'est que mon épouse disait, ben, c'est être en bonne santé, être en bonne condition physique, euh, d'être capable de vivre longtemps et être autonome. Donc, puis évidemment, mais être à l'aise financièrement. Ça fait que souvent, c'est ça, être à l'aise financièrement, mais
la majorité d'entre vous, pendant que vous travaillez, il y en a qui avaient un plan de pension, mais il y en a également qui ont investi de l'argent. Donc, on investit dans notre retraite pour avoir une belle qualité de vie, mais c'est la même chose également au niveau de la santé et la question d'être autonome, etc. Il faut investir en temps, donc faire plus d'exercice, plus d'activité physique. Donc, si on regarde les derniers chiffres, puis avant qu'on parle un peu de capacité cardio-respiratoire, parce que là, vous allez voir les liens par la suite, mais si on regarde à l'espérance de vie, donc en 2020, les dernières données de l'Agence de santé publique du Canada démontraient que le Canadien moyen à 65 ans, ou souvent on va appeler à l'âge de la retraite, le Canadien peut espérer ou peut s'attendre de vivre un autre 21 ans. Donc, c'est quand même assez bien. Donc, on parle à peu près jusqu'à 86 ans. Qu'est-ce qui est intéressant de voir, mais c'est que les femmes ont une espérance de vie qui est plus longue que les hommes. Donc, on parle de 22,3 ans versus 19,5 ans. Donc, peut-être une bonne chose pour les femmes, mais également, qu'est-ce qui est à noter, c'est que les femmes vont passer une plus grande partie de leur vie dans un mauvais état de santé, donc avec des limitations, donc qui n'est pas nécessairement encourageant. On voit c'est à peu près 6,9 ans versus les hommes. Donc, c'est certain quand on se prépare pour la retraite, mais on veut s'assurer justement d'être capable de vivre plus longtemps sans avoir des problèmes de santé comme tel. Il ne faut pas oublier ces chiffres-là. Donc, l'espérance de vie en santé, c'est basé sur des données autodéclarées, mais la majorité des personnes après l'âge de 65 ans vont avoir quand même certaines maladies chroniques. Fait que si on regarde, l'espérance de vie, comme je mentionnais tantôt, à l'âge de 65 ans, donc à l'âge de la retraite, on voit depuis l'an 2000 là, que l'espérance de vie augmente. Nous sommes rendus à 21 ans, donc 15 ans ajustés là, pour la santé. Mais on peut remarquer également que l'écart entre les deux semble avoir une tendance à s'agrandir un peu. Donc, on vit plus longtemps, mais également on vit plus longtemps avec certaines comorbidités ou certaines limitations ou de problèmes de santé. Ça fait que comme individu, il faut toujours se poser la question comment je peux faire pour maximiser cette partie-là pour que je peux vivre le plus longtemps possible en santé. Donc, si on regarde les années vécues avec l'incapacité, ou qu'on appelle les AVI, oui, ça augmente beaucoup avec l'âge. Et la principale cause des AVI là, chez les personnes, chez les aînés là, dans les dernières années, mais c'est des choses qu'on entend souvent. Je suis certain que la majorité d'entre vous, vous l'entendez, vous connaissez des personnes, mais oui, c'est le diabète, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque, maladie pulmonaire obstructive chronique. Mais également, dans les dernières années, qu'est-ce qui a augmenté de façon assez importante? C'est la maladie d'Alzheimer et les autres démences. Puis la maladie cardiovasculaire continue à augmenter. Donc oui, l'espérance de vie augmente, mais nous avons également d'autres problèmes de santé qui ont tendance à apparaître tranquillement qu'on n'avait pas plusieurs années passées. Donc, si le taux de mortalité a diminué, ça fait qu'on on le sait, avec les années, le taux de mortalité de certaines maladies chroniques ont diminué parce qu'on réussit avec la technologie à garder les personnes en vie plus longtemps. Donc, en 2017, les 5 principales causes, encore là, cancer, cardiopathie ischémique, donc en lien avec le cœur, la démence, maladie pulmonaire obstructive chronique et l'accident vasculaire cérébral. Donc, on sait que depuis l'an 2000, le taux de mortalité standardisé pour l'âge, selon l'âge, a diminué à peu près de 30 mais on a également des mortalités qui ont augmenté, des taux de mortalité qui ont augmenté dû à la démence, par exemple, qui a augmenté 59 et les taux de mortalité dus à la maladie de Parkinson et l'hypertension ont augmenté de 26 et 12 respectivement. Donc, malheureusement, oui, c'est bien, l'espérance de vie augmente, mais on a également d'autres complications, d'autres maladies chroniques qui apparaissent. Puis, comme individu, mais on essaie le plus possible de retarder ou éviter d'avoir ces complications-là. Donc, aujourd'hui, si on regarde au Canada, les affections chroniques ou les maladies chroniques qui sont les plus prévalentes là, sont ceux qu'on voit à l'écran que vous êtes assez familier avec, que vous entendez parler rapidement, fréquemment. Puis, je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous que vous êtes atteints de certaines de ces maladies chroniques-là, ou même plusieurs, ou vous avez des connaissances qui sont atteintes de cette maladie-là. Puis encore là, parfois,
C'est un peu décourageant, là. On entend les personnes dire: «Je vais chez le médecin», à chaque fois que je sors chez le médecin, je me retrouve avec une nouvelle prescription, un nouveau médicament, ou j'ai une nouvelle maladie chronique. Hem, heu, on peut essayer le plus possible prévenir ces conditions-là, puis c'est les choses qu'on va aborder là, dans quelques minutes. Donc ce scénario-là, le portrait, ou il y en a qui vont dire le paysage des maladies chroniques est assez similaire au Canada avec d'autres pays, mais également si on regarde entre les femmes et les hommes. Euh, c'est des maladies chroniques qui sont similaires, mais il y en a qui sont plus prévalentes chez la femme. Puis il y en a certains d'entre eux qui sont plus prévalentes chez l'homme. Mais en général, si on regarde la gestion de ces maladies-là, la grande majorité d'entre elles, l'exercice va jouer un rôle important au niveau de la gestion de certaines de ces maladies-là. Donc, comme je mentionnais tantôt, maladies chroniques, souvent, ils partagent les mêmes facteurs de risque pour des conditions qui sont semblables. Donc, les facteurs de risque en jaune dans le milieu. Souvent, on parle d'hypertension, hyperlipidémie, donc un problème de cholestérol, l'obésité, prédiabète, mais ce sont tous des facteurs de risque pour les maladies qu'on trouve dans la partie en rouge ici. On a des facteurs de risque qui sont non modifiables, par exemple l'âge, le sexe, certaines ethnicités, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment changer, mais il y a des facteurs de risque comportementaux qu'on peut vraiment avoir un impact, ok? Surtout la nutrition et l'exercice physique. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est si vous avez des facteurs de risque comme l'hypertension, souvent vous allez vous retrouver avec un ou deux médicaments. Si vous êtes atteint du diabète, vous allez avoir d'autres médicaments, etc. pour le diabète, pour le cholestérol. Heureusement, l'exercice, la majorité des interventions ou de programmes d'exercice, dépendamment comment ils sont structurés, va avoir un impact sur tous ces facteurs de risque-là. Et c'est les mêmes interventions, les mêmes types de programmes d'exercice qui vont aider également à la gestion de ces différentes maladies chroniques-là. Donc, l'exercice qui joue quand même un rôle très important, comme je mentionnais, donc pour toutes les maladies chroniques, peu importe que ce soit diabète, hypertension, cancer, etc., on va toujours avoir ces trois pierres angulaires-là dans le traitement de l'individu, qui est le traitement médical, pharmacologique, donc les médicaments, avoir une bonne nutrition et un programme d'exercice. Donc, les trois sont importants. Oui, je vais mettre plus d'emphase côté exercice aujourd'hui. Le but, ce n'est pas parler de la pharmacologie et la nutrition, mais les trois vont ensemble. Donc, il faut vraiment avoir les trois pour avoir une bonne gestion. Puis souvent, oui, les comportements euh, au niveau de l'exercice et la nutrition vont avoir un impact souvent qu'on va avoir moins besoin de médicaments pour bien gérer sa maladie. Mais vous allez voir plus tard que même si vous êtes atteint d'une maladie chronique, l'exercice, si elle est faite de bonne façon, si vous avez une bonne capacité cardio-respiratoire, ceci va avoir un impact significatif sur votre qualité de vie et également votre risque de mortalité. Donc, juste avant de parler de la capacité cardio-respiratoire, je vais quand même parler rapidement euh, de l'activité physique. Ok? L'activité physique ou l'exercice physique, souvent, on va l'utiliser, on va interchanger les mots, là, mais il y a une petite différence entre les deux. Activité physique, c'est tout mouvement qu'on fait dans une journée. Donc, présentement, je fais un peu d'activité physique, je suis debout, je ne suis pas assis, mais ce n'est pas une grosse dépense énergétique. Mais dans la journée, tout déplacement, tout mouvement musculaire est considéré de l'activité physique. L'exercice physique, c'est quoi qui est plus structuré, qu'on va aller normalement à une intensité un petit peu plus élevée. Donc, cette belle étude qui a été faite en 2016 ou publiée en 2016 dans la revue Lancet, qui est une bonne revue scientifique, ont regardé, ont analysé plusieurs études. Donc, c'est une méta-analyse qui avait au-dessus de 1 million d'hommes et femmes. Et ils ont regardé le lien entre le nombre d'heures assis dans une journée en lien avec le risque de mortalité. Puis leur grosse conclusion dans l'étude, c'était pour chaque 8 heures assis dans la journée, si on ne faisait aucune activité physique, ou on devrait dire exercice physique, le risque associé à faire passer 8 heures assis par jour était similaire à le tabagisme ou la personne qui était obèse au niveau de mortalité. Donc, le fait de passer au-dessus de 8 heures par jour en mode sédentaire
assis augmente le risque était aussi important qu'une personne qui fumait. Puis de plus, qu'est-ce qu'ils ont regardé pour éliminer cet effet néfaste-là de passer 8 heures assis par jour? Une personne devait faire entre 60 à 75 minutes d'exercice à une intensité modérée pour éliminer l'effet néfaste de passer 8 heures assis par jour. Donc, ça a un impact assez important. Donc, juste l'effet de bouger, puis essayer d'éviter le plus possible d'avoir des comportements sédentaires, surtout pendant une période prolongée dans la journée. Donc, c'est pas toujours évident. Avant le début de la présentation, on parlait un peu dans le passé, dans la journée, on avait tendance à bouger beaucoup plus, il fallait se déplacer, il y avait moins de technologie. Donc, on dépensait beaucoup plus d'énergie dans une journée, on bougeait beaucoup plus. Aujourd'hui, avec la technologie, on a tendance à avoir beaucoup plus de comportements sédentaires. Donc, il faut davantage faire un effort pour augmenter notre niveau d'activité physique et justement diminuer nos risques d'avoir des complications. Et bon, ça, je parle juste de mortalité ici, là, mais si on regarde le lien avec le risque de développer le diabète et autres maladies chroniques, là, c'est exactement le même message qu'on retrouve. Donc, la capacité cardio-respiratoire, c'est surtout ceci là, que je veux mettre de l'emphase pendant la présentation parce qu'on n'entend pas trop souvent parler. On va entendre parler des personnes qui disent oui, ils ont une bonne capacité aérobie, ils ont un bon VO2 max, c'est une bonne chose. Souvent, on fait le lien avec des athlètes, mais la capacité cardio-respiratoire, c'est un signe vital qui est important pour toutes les personnes, pas seulement les athlètes. Puis en 2016, il y a un article intéressant ou important qui a été publié dans la revue de l'American Heart Association, dans la revue Circulation, qui ont justement, euh, qui, qui faisaient un genre, un signe d'alerte qui demandait à la communauté médicale de reconnaître la capacité cardio-respiratoire comme un, un signe vital important. OK? Donc, même aller au point de dire que mesurer la capacité aérobie d'une personne, ça devrait être aussi important que la mesure de la pression artérielle, que la mesure de votre niveau de cholestérol, mesurer votre glucose pour le diabète, etc. Donc, il essaie de faire un cas pour dire, ben oui, c'est très important, puis on devrait avoir la capacité cardio-respiratoire de tous nos patients, etc. C'est facile à dire, pas nécessairement facile à faire. Puis c'est certain que dans le système médical d'aujourd'hui, ça serait compliqué d'arriver et de dire, on va demander à tous nos patients, on va faire des tests de VO2 max. Logiquement, c'est pas de quoi qui pourrait se faire. Ce n'est pas viable. On n'a pas un système de santé qui est capable de nous permettre de faire ça. Ceci dit, mais je vais vous donner certains trucs tantôt ou certains endroits où vous pourrez peut-être avoir accès à pour avoir un test qui soit fait pour mesurer votre capacité cardio-respiratoire. Donc, puis cette étude qui a été publiée en 2016, ou ce scientific statement qu'on appelle, là, qui a été publié en 2016, était basé sur plusieurs études qui avaient été faites dans les années précédentes. Puis une des études qui faisait référence, c'est surtout une vieille étude qui a été publiée en 1989. Donc, ça fait longtemps qu'on connaît ceci, que la capacité cardio-respiratoire, puis on regarde même ici en noir, donc les hommes, en blanc, les femmes, si on regarde les hommes et les femmes, si on prenait les personnes qui avaient tous eu un test de la capacité cardio-respiratoire, on les séparait en trois groupes, en tercile. Les gens qui étaient dans la catégorie la plus basse avaient un taux de mortalité qui était significativement plus élevé que ceux qui étaient dans le deuxième tertile ou ceux qui étaient dans la plus haute catégorie. Donc, ceci autant chez les hommes et les femmes. Et ça, c'était après avoir suivi les personnes pendant quelques années. Donc, c'est genre le premier papier là, qui venait mettre l'emphase et on doit reconnaître la capacité cardio-respiratoire comme un facteur de risque, comme un facteur clinique ou une valeur clinique aussi importante que la pression artérielle, le niveau de cholestérol, etc. Depuis 2016, puis je vais seulement vous présenter quelques études. Depuis 2016, là, il y a plusieurs études qui ont sorti et des grosses études qui ont sorti puis publiées dans des bonnes revues qui viennent justement valider ces données ici, puis même là qui ont été davantage chercher d'autres informations. Mais une des premières ici qui a été publiée en 2018 dans la revue Journal American
Journal of American College of Cardiology, donc une revue assez importante. Donc 4137 personnes qui ont été suivies pendant 24 ans, donc qui ont été regardées en arrière, ces personnes-là, dans le temps, puis voir de façon rétrospective, puis voir qu'est-ce qui était arrivé à ces personnes-là. Et encore le même scénario, en bleu ici les hommes, en rouge ici les femmes, et dans les deux scénarios, les gens qui avaient une capacité cardio-respiratoire qui était très faible avaient un taux de mortalité qui était beaucoup plus élevé que ceux qui étaient dans la classe moyenne et ceux qui avaient une capacité cardio-respiratoire qui était très élevée. Donc un peu le même message qu'on a vu dans l'autre étude de 1989. L'étude de Coquinos, encore publiée dans la même revue en 2018, eux ont regardé, mais ils ont été un peu plus en profondeur. Puis ici, on voit à gauche, CVD, c'est pour cardiovascular disease, donc les personnes qui sont déjà connues avec maladie cardiovasculaire. Donc, on parle au-dessus de 93 000 personnes dans l'étude. Donc, ici, au-dessus de 50 000 personnes qui avaient la maladie cardiovasculaire et 42 000 personnes qui n'avaient aucune maladie cardiovasculaire. Puis, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe chez ces personnes-là. C'est tous des personnes qui ont eu un test de capacité cardio-respiratoire. Ils ont séparé en quartiles. Donc, les gens en bleu ciel ici qui ont la plus faible capacité cardio-respiratoire, et ici en mauve ceux qui ont la plus haute capacité cardio-respiratoire. Donc, ici, ils regardent en METS. Donc, METS, c'est une équivalence métabolique. Donc, par exemple, présentement, si vous êtes assis, donc j'espère certains d'entre vous est debout pour regarder la présentation, mais si vous êtes assis, votre dépense énergétique ou la quantité d'oxygène que votre corps a besoin pour juste se maintenir en vie, éveillé, regarder la présentation, vous dépensez à peu près 1 mètre. Donc, quelqu'un qui a une capacité cardio-respiratoire de 4,8 mètres, ça veut dire qu'à son intensité maximale, cette personne-là est capable de faire 4,8 fois plus en énergie que comparativement lorsqu'elle est au repos. Donc ici, ceux qui sont dans cette catégorie ici, c'est ceux qui sont capables de faire 12 fois plus en dépenses énergétiques versus quand ils sont assis au repos. Donc, on voit ici de façon très importante, passer de la plus faible catégorie à la deuxième, on voit une diminution significative du risque relatif au niveau de mortalité. Et plus qu'on améliore notre capacité cardio-respiratoire, plus que notre risque relatif de mortalité diminue. Puis ce scénario se retrouve là autant si la personne a déjà la maladie cardiovasculaire ou ceux qui sont relativement en santé, là, qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Donc, l'impact ne se fait pas juste seulement voir chez les personnes en santé, c'est autant les personnes qui ont déjà la maladie cardiovasculaire. Si tu maintiens une bonne capacité aérobie, ton risque de mortalité va diminuer de façon très significative. Excusez, je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Si jamais, donc j'ose croire qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont déjà fait une épreuve à l'effort, donc un test sur tapis roulant à l'hôpital, juste pour donner un ordre d'idée, les gens, quand ils ont fait une épreuve à l'effort à l'hôpital, si vous réussissez à compléter le premier palier, puis vous arrêtez après le premier palier, ça représente environ 4,8 mètres. Si vous réussissez à faire 2 paliers, en général, après 2 paliers, on dit que vous avez une capacité de 7 mètres. Si vous complétez 3 paliers, c'est 10 mètres. Et si vous êtes capable de vous rendre jusqu'à la fin au 4e palier, qui est quand même une bonne vitesse dans une bonne pente, là, on parle de 12 mètres. Donc, il y a quand même une bonne différence au niveau de la capacité cardio-respiratoire. Donc, c'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement une valeur importante pour les personnes en santé, mais c'est également une valeur importante à connaître pour les personnes qui ont la maladie cardiovasculaire. Donc, même pour un médecin, ton patient qui a déjà une maladie cardiovasculaire, s'il a une bonne condition physique, une capacité cardio-respiratoire, son risque de mortalité est plus bas. Dans cette étude-là, ils ont été un peu plus loin encore. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait qui était intéressant? Ils ont regardé à la base, en anglais on dit baseline, au début de l'étude, donc quand ils ont eu leur première épreuve à l'effort, puis ils ont regardé dans le temps. Donc en moyenne, les personnes ont été réévaluées 6 à 8 ans après. Puis ils ont regardé si la personne était dans le groupe avec la moins bonne condition physique, dans le Q1, ok,
Si lors du test, le second test en suivi, si la personne avait amélioré de 0,1 à 2 mètres ou amélioré de plus que 2 mètres, on voyait que le taux de mortalité avait diminué. Donc, même si la personne était dans la plus basse catégorie au niveau de cardio-respiratoire, donc la plus faible capacité aérobie, s'il y avait une amélioration de la capacité aérobie, le risque diminuait. À l'inverse, si lors du deuxième test, leur capacité avait diminué, le risque de mortalité augmentait de façon très significative. Puis ceci pour toutes les catégories. Ceux-là qui étaient dans le deuxième quartile, ceux qui étaient dans le troisième quartile et ceux qui étaient dans le quatrième quartile, donc ceux-là qui étaient en meilleure condition physique, même eux, en améliorant leur capacité cardio-respiratoire davantage, ils diminuaient le risque de mortalité. Puis même eux, s'ils diminuaient leur capacité cardio-respiratoire, le risque augmentait. Fait que des fois, on entend des personnes, oui, mais j'étais très actif, j'étais en très bonne condition physique quand j'étais plus jeune. On ne peut pas mettre ça en banque pour plus tard. Donc, c'est l'importance de maintenir une bonne capacité cardio-respiratoire. Puis, il n'y a pas une limite, même si vous êtes bas, en améliorant, vous allez avoir un impact très, très significatif. Ils ont fait le même exercice, encore là, en 4 groupes, mais ils ont regardé spécifiquement chez ceux qui avaient la maladie cardiovasculaire. Puis, on retrouve exactement le même scénario. Donc, si vous êtes atteint d'une maladie cardiovasculaire, puis oui, vous avez une mauvaise capacité cardio-respiratoire, il n'est jamais trop tard. Si vous améliorez votre capacité, vous allez diminuer votre risque. Et si vous diminuez davantage votre capacité, vous augmentez le risque. Puis ça, le même scénario, si vous êtes même dans la plus haute catégorie, il faut maintenir son niveau de condition physique parce que si ça diminue, vous allez augmenter votre risque. Mais encore là, même si vous êtes dans la catégorie la plus élevée, si vous avez continué à améliorer, votre risque va diminuer davantage. C'est quand même des données assez importantes, révélantes, qui démontrent que la capacité cardio-respiratoire, c'est quoi qu'on devrait mesurer. Vous devriez avoir une bonne idée à quel endroit vous vous situez si vous voulez avoir un impact sur votre santé. Fait que là, on a vu ici, c'était les personnes avec maladie cardiovasculaire, qui est la même chez les personnes qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire. Fait que c'est des résultats très, très similaires. Que vous soyez en santé, ok, sans problème présentement, ou que vous avez déjà une maladie chronique, l'effet d'améliorer sa capacité cardio-respiratoire va avoir un impact important sur la mortalité. L'étude ici de ce groupe, encore là, qui a été publiée en 2018, chez ces personnes-là ici, ont évalué 122 000 personnes. Donc, c'est une grosse étude qui avait accès à des données à 122 000 personnes qui ont tous eu une mesure de leur capacité cardio-respiratoire. Donc, on avait des personnes de 18 ans aller jusqu'à 90-95 ans, je me rappelle bien dans l'étude. On les a séparés en catégories par décennie, autant chez les hommes et les femmes. Et on a séparé les personnes en groupes. Donc, ici, et les données sont présentées en mètres. Donc, ici, 10 mètres, c'est 10 fois la capacité que la personne peut faire au repos. Évidemment, quand tu es jeune, la capacité va être plus haute que quand tu es plus avancé en âge. Donc, ici, on regarde autant chez les femmes que les hommes. Si on est dans le groupe ici faible, au niveau de la capacité aérobie, ça veut dire que dans ce groupe-là, c'était de 0 au 20e percentile. Sous la moyenne, c'était les personnes qui étaient du 25e au 50e percentile. Au-dessus de la moyenne, 50e au 75e percentile. Élevé, c'était sur 75 à 95. Et élite, ce n'était pas des athlètes élites de haut niveau, mais ceux-là qui étaient dans les 95e percentile et plus. Donc, on a des valeurs. Ici, un tableau que vous pourrez utiliser par la suite. Je vais vous présenter les données également en millilitres d'O2 par kilogramme par minute plus tard, mais que vous pouvez éventuellement comparer vos résultats pour savoir exactement où vous vous situez. Mais vous allez voir les données en lien avec cette étude-là qui démontrent que si on regarde la probabilité que les personnes soient encore en vie, donc suivi des patients par groupe de performance, les personnes ici dans la catégorie low, donc avec la plus faible capacité cardio-respiratoire, on voit ici qu'il y a
beaucoup moins de personnes qui étaient encore la probabilité qu'ils soient encore en vie 10 ans après. OK? Donc, on voit que c'est moins de 75 à peu près, alentour de 75. Mais juste passer de la plus faible catégorie à la deuxième, qui est sous la moyenne, on voit une différence très significative entre les deux. Donc, le but au niveau de la capacité cardio-respiratoire, c'est pas faire des athlètes avec tout le monde, mais c'est de s'assurer de ne pas être dans la plus basse catégorie et être au moins ici, mais si on continue à augmenter, notre risque également va diminuer davantage. Donc, si on le regarde de l'autre façon, puis là, ici, c'est la mortalité toutes causes confondues qui est ajustée au risque. Donc, on va ajuster pour plusieurs variables. Donc, si on compare avec le groupe qui était dans la plus faible catégorie, OK, passer d'ici à la catégorie qui est sous la moyenne, OK, on a une diminution d'à peu près 50 de mortalité. Et plus qu'on avance avec une capacité cardio-respiratoire plus importante, donc améliorée, on voit que le risque de mortalité diminue davantage. Et ceci, si on regarde ici dans la figure B, autant chez l'homme et la femme, et même la femme qui semble davantage bénéficier encore un petit peu plus, on voit que c'est pas juste quoi qui se produit chez l'homme, c'est également l'homme et la femme, plus que la capacité cardio-respiratoire est élevée, plus que le risque de mortalité va diminuer. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette étude-là? De 122 000 personnes, ils ont regardé ceux qui fumaient, ceux qui ne fumaient pas, ils ont comparé. Évidemment, quand on est au-dessus de 1, ça veut dire que c'est plus élevé, donc le risque est de 1,41, le hazard ratio, si tu étais fumeur versus un non-fumeur. Si tu avais déjà la maladie coronarienne, ton risque était plus élevé que ceux qui n'avaient pas de maladie coronarienne. La même chose pour le diabète, hypertension, puis ici, maladie rénale, donc end-stage renal disease, donc maladie rénale en phase terminale, on voit que le risque est beaucoup plus élevé. Puis je pense que c'est des choses assez évidentes qu'on connaît déjà. On voit sur le graphique ici les points sur le côté. Mais qu'est-ce qui est intéressant à voir? C'est quand on compare les personnes qui étaient au 95e percentile et plus, versus ceux qui étaient en dessous de 0 à 25e percentile, on parle ici d'un risque de 5,04, qui est plus important que si vous êtes fumeur, si vous avez la maladie coronarienne, si vous avez le diabète, etc. Même si on compare la deuxième catégorie qui était high ou ceux au-dessus de la moyenne, c'est des risques qui étaient plus élevés que les autres qu'on a vus, qu'on entend souvent parler. Tu sais, oui, fumer, c'est dangereux, oui, si vous avez le diabète, etc. Mais avoir une capacité cardio-respiratoire qui est très, très faible, c'est aussi pire que les autres facteurs de risque, les autres comorbidités qu'on entend souvent. Encore là, de l'importance d'avoir une bonne capacité, cardio-respiratoire. Puis ceci, ils ont regardé également dans cette étude-là, parce qu'il y avait quand même beaucoup de participants, si on avait la maladie coronarienne, si on avait le diabète, si on avait un problème au niveau du cholestérol, la dyslipidémie, donc niveau de cholestérol élevé, si on avait de l'hypertension, le scénario est le même. Peu importe la maladie chronique que vous avez, avoir une capacité cardio-respiratoire plus élevée vient diminuer votre risque de mortalité. Donc, l'importance de faire de l'exercice, mais également faire de l'exercice à la bonne intensité qu'on va parler brièvement tantôt pour savoir comment justement améliorer ceci. Donc, parfois, comme j'ai mon collègue également, Dr. Kenny, qui est en ligne, puis je fais beaucoup de tests là, avec ces projets de recherche. Dans le laboratoire, quand on fait les VO2 max à nos participants, parce que souvent on va faire le dépistage avant de faire l'étude, s'assurer que personne à risque. On a les valeurs de VO2 max. Souvent, nous autres, comme physiologistes, l'exercice, on va regarder ceci en millilitres d'O2 par kg par minute. Mais ici, on a les valeurs. Donc, si on prend en mètres, ils sont en millilitres d'O2 par kg par minute. Ça fait que souvent, c'est ça que vous allez entendre comme valeur. Si vous allez vous faire évaluer par un kinésiologue ou un physiologiste d'exercice en communauté, puis ils ont accès à l'équipement, souvent, ils vont vous présenter les valeurs de cette façon ici. Ça fait que c'est quoi le bon chiffre? OK? Mais c'est certain qu'on veut éviter à tout prix être dans la catégorie faible. On a vu vraiment le risque que ceci pouvait. Oups,
le risque que ceci pouvait apporter. Donc, on veut vraiment éviter à tout prix être dans cette catégorie-là. Si on peut passer à la prochaine, mais on voit qu'on a un impact important. Évidemment, si on peut réussir à se rendre un peu plus loin, c'est encore mieux, mais l'effet de passer cette catégorie-ci à celle-ci, on a un impact très, très significatif sur notre risque de mortalité, puis également, ça a un impact sur notre qualité de vie parce qu'on est capable d'en faire plus. En général, pour augmenter à peu près de une catégorie, là, il faut améliorer à peu près de 1 mètre. Si on va améliorer deux catégories, c'est à peu près 2 mètres. Donc, pour vous donner une idée pour tantôt. Donc, on veut vraiment éviter à tout prix être ici. Moi, je dirais que tout le monde devrait cibler être au moins au-dessus de la moyenne. C'est là qu'on semble avoir beaucoup d'effets, d'impact au niveau de diminution de notre risque de mortalité. Puis, mais tu sais, si vous êtes capable, puis vous avez du temps, vous pouvez vous investir davantage, mais on sait que mieux, c'est encore préférable. Donc, le même groupe qui avait publié un article en 2016 viennent de faire une mise à jour. L'article est apparu en ligne 10 jours passés, pas encore publié de façon officielle, donc dans la revue comme telle, mais disponible en ligne. Donc, qui font encore leur cas pour dire on a des nouvelles données, présente certaines des données que je viens de vous présenter dans l'article et mettre l'importance pour que les personnes mesurent la capacité cardio-respiratoire ou que les médecins demandent les valeurs à leurs patients ou trouver une façon d'évaluer la capacité cardio-respiratoire, qui n'est pas toujours évident, je l'admets, mais c'est ça. Parfois, vous pouvez participer, je vais en parler tantôt, vous pouvez participer dans des projets de recherche. Peut-être vous connaissez un kinésiologue, un physiologiste de l'exercice qui a accès à l'équipement pour le faire. Il y a quelqu'un ce matin qui posait des questions par rapport à les montres intelligentes. Oui, les montres intelligentes vont donner des estimations de la capacité aérobie, que parfois ça fonctionne quand même assez bien. Vous pouvez toujours valider en ayant un vrai test. Mais parfois, on n'a pas besoin de toujours la grosse équipement. On peut faire des tests qu'on appelle indirects ou des estimations. Donc, vous faites un test sur vélo ou sur tapis roulant. Puis, il y a des formules de prédiction qui existent qui est capable d'estimer ou de prédire votre capacité cardio-respiratoire. Donc, encore là, ils reviennent à la charge avec un autre papier mettant l'emphase et il faut que la capacité cardio-respiratoire soit considérée un signe vital important dans le milieu clinique. Et cette valeur-là est aussi importante que prendre la mesure de la pression artérielle, la circonférence de taille mesurée, l'indice de masse corporelle, la glycémie, etc. Donc, comment y arriver? Ben, c'est important. C'est souvent, vous allez entendre le message. Il faut marcher, aller prendre une marche 4 à 5 fois par semaine, 30 minutes. Oui, c'est bien, mais parfois, il faut y aller avec une mesure un petit peu plus ou une intervention un petit peu plus structurée pour s'assurer d'avoir des effets bénéfiques. Ici, on voit la figure ici B, là, inférieure, on voit si on fait 150 minutes par semaine d'exercice, on a des réponses interindividuelles assez importantes. Donc, il y a des personnes qui vont améliorer beaucoup la droite, des personnes qui vont pratiquement pas améliorer. OK? Souvent, c'est parce qu'on voit juste à la même intensité, puis on y voit un peu par la perception à l'effort. Il faut s'assurer quand même de se pousser à un niveau assez important. C'est là qu'un kinésiologue ou quelqu'un dans le domaine de l'exercice peut vous aider un peu. Puis, en général, si on fait 300 minutes par semaine, mais on voit que l'amélioration va être un petit peu plus importante. Mais oui, encore là, il y a un peu de variabilité d'une personne à l'autre. Mais en gros, 150 minutes d'activité physique de type aérobie, structurée, donc une marche vigoureuse, du vélo, du jogging lent, etc. On peut s'attendre à une amélioration environ de 1 mètre. Donc, souvent, qui va vous permettre de changer de une catégorie. Et si vous faites en général 300 minutes d'exercice par semaine, vous pouvez espérer d'augmenter ou d'améliorer à peu près votre capacité cardio-respiratoire d'environ 2 mètres. Donc, possiblement sauter de 2 catégories. Moi, j'ose croire, d'expérience avec la majorité des personnes, des clients ou des personnes qui participaient dans certains projets de recherche, puis on avait vraiment une intervention personnalisée, spécifique à la personne. 300 minutes par semaine, là, souvent, on va aller chercher plus que 2 mètres, ça, chez la majorité des personnes. Et 150 minutes, on est capable d'aller chercher plus que 1 mètre. Si vous êtes vraiment encadré avec une personne spécialisée dans le domaine qui va vous faire une intervention très spécifique selon votre capacité
donc une prescription d'exercice personnalisée et individuelle. Donc oui, il faut s'attendre. C'est un investissement pour sa santé. Il faut s'attendre d'investir un peu, mais également le montant, dire 150 minutes par semaine, je vais seulement augmenter de 1 mètre ou de 2 mètres. Ceci va dépendre souvent que j'appelle la fondation de la pyramide. Qu'est-ce que vous faites à la base? OK? Donc, quelqu'un qui a tendance à bouger déjà beaucoup dans la journée, qui fait au moins 7500 pas par jour minimalement. Vous êtes chanceux aujourd'hui avec la technologie, on est capable de mesurer ceci assez facilement. Peut-être que la personne va avoir besoin d'en faire un peu moins. Mais on veut éviter à tout prix de faire moins de 5000 pas par jour. 7500, c'est le minimum. 10 000, c'est certain que c'est mieux. On veut limiter les comportements sédentaires le plus possible. Donc, passer plusieurs heures assis dans la journée sans bouger. Ça fait que souvent, c'est ça qu'on va entendre. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des personnes, des collations d'exercice, ou en anglais, on dit exercise snack. Donc, on dit, vous essayez de couper les longues pauses assis ou sans bouger en faisant des petites sessions d'exercice. Donc, bouger un peu, se lever, marcher rapidement, aller à la toilette, peu importe. J'avais déjà une patiente qui me disait, moi, je fais du commercial cleaning. Je pensais qu'elle faisait du bénévolat, mais non, son commercial cleaning, c'est que lorsqu'il y avait des annonces pendant qu'elle regardait la télévision, elle faisait des exercices. Donc, je trouvais ça intéressant. Mais oui, on veut couper le plus possible les longues pauses sédentaires. Dans la journée, justement, déplacement actif, transport public. Donc, on évite de prendre la voiture pour aller partout. On veut juste bouger le plus possible. Parce qu'on a tendance à développer des comportements très sédentaires là, dans les dernières décennies. Mais avoir un programme d'exercice structuré, c'est ici, là, le 150 minutes et le 300 minutes d'exercice par semaine. On veut avoir un programme d'exercice structuré, d'exercice aérobie et contre-résistance. C'est là que vous pouvez séparer un peu le ratio, là, combien vous voulez avoir qui est aérobie, contre-résistance. Un kinésiologue peut vous aider à ce niveau-là. Puis ça devrait représenter un bon 80 de votre volume. Puis si vous avez la possibilité ou l'opportunité, vous essayez de maintenir à peu près un bon 20 de vos sessions d'exercice structurées pour faire un peu plus de haute intensité. OK? Ça peut être des intervalles d'une intensité ou intermittent, que ça va être 2-3 minutes à des plus hautes intensités et entrecoupées avec des phases de récupération, etc. Donc, c'est des choses qu'on va essayer d'intégrer dans notre programme d'exercice qui va avoir davantage un impact sur l'améliorer la capacité aérobie. Ici, oui, c'est bien connu. Ça a également un impact sur améliorer la qualité de vie, améliorer les risques de développer des risques de maladies chroniques, etc. Ça peut diminuer également le risque de mortalité, mais les études sur la capacité cardio-respiratoire, c'est vraiment ici qu'on va avoir un impact davantage. Donc, il faut y aller à une intensité un petit peu plus élevée. Donc, aller de l'avant afin de vieillir en santé, mais comme je disais, qu'est-ce qui est important? Essayer de connaître votre capacité aérobie. Donc, je vais vous en parler dans quelques secondes, là. Donc, si vous avez l'opportunité, essayez de connaître votre capacité cardio-respiratoire. Où elle se situe votre valeur? Parfois, vous pouvez trouver un kinésiologue, un physiologiste d'exercice qui va vous aider à mesurer cette valeur, qui va être capable de vous dire vraiment où vous vous situez, etc., et quoi faire pour l'améliorer. Ou parfois participer dans certains projets de recherche. Vous êtes chanceux, ceux qui sont dans la région d'Ottawa, puis également d'autres régions. Il y a de la recherche qui se fait à l'université. Parfois, il y a des recherches justement qui vont faire l'évaluation de la capacité cardio-respiratoire. Donc, vous allez avoir vos valeurs. Il ne faut pas hésiter, poser des questions, etc. Donc, comme je mentionnais tantôt, je suis impliqué avec le Dr. Kenny dans le laboratoire à Ottawa. On fait régulièrement des projets de recherche chez les personnes de 50 ans et plus. Il y en a même les plus jeunes. Moi, je suis plus impliqué chez les personnes de 50 ans et plus qu'on va faire ce type de test. Puis également, avoir un test comme ceci, mais ça vous permet, ou pour le kinésiologue, d'être en mesure de trouver le dosage approprié, pas au niveau de médicaments, mais au niveau exercice, combien de minutes par semaine, l'intensité, le nombre de fois par semaine. Donc, un kinésiologue, quelqu'un peut vous aider avec ça. Vraiment avoir une intervention qui est personnalisée pour vous comme tel. C'est important de trouver un exercice, une activité physique que vous appréciez. Il n'y a aucune raison que ceci doit être de la torture. Il y en a qui n'aiment pas faire de l'exercice, mais quelqu'un peut vous aider à trouver de quoi que vous aimez faire. Il y a souvent des types d'activités
que vous allez aimer. Là, c'est rendu que le pickleball est rendu très populaire là, dans différentes régions. Puis, moi, ma soeur en fait, là, elle n'arrête pas d'en parler. C'est de quoi qu'elle aime, puis c'est bien parce qu'elle faisait très peu d'activité physique avant. Donc, c'est de trouver de quoi que vous allez aimer, que vous allez vous accrocher, puis vous allez être capable de le faire de façon régulière. Donc, l'exercice physique, c'est vraiment un investissement pour sa retraite, donc avoir une retraite en santé. Un peu pour les personnes qui investissaient, qui faisaient des investissements lorsque vous étiez au travail, dans les REER, etc. Donc, pour avoir une sécurité financière à la retraite, mais c'est un peu la même affaire pour l'exercice physique. C'est un investissement pour avoir une retraite qui est en bonne santé, etc. Donc, il faut vraiment passer à l'action, faites de l'exercice, connaître vos valeurs. Je vous laisse cette dernière diapo ici, comme je mentionnais tantôt. Le laboratoire avec Dr. Kenny, on fait beaucoup de belles recherches au niveau de l'exposition à la chaleur, l'impact de l'exercice, l'impact de différentes maladies chroniques qu'il peut avoir au niveau de la thermorégulation. Mais dans ces études-là également, on la mesure, la capacité cardio-respiratoire. Puis il ne faut pas se gêner, demandez vos valeurs, puis même les étudiants qui sont impliqués dans les projets de recherche, ils vont prendre le temps de vous expliquer vos valeurs. Puis drôlement, on a également des personnes que je trouve ça intéressant. Des fois, je vois des personnes, je me rappelle des noms, là, mais ça fait 2 ans, ils reviennent. Ils veulent voir, ils veulent participer, ils veulent contribuer aux connaissances scientifiques, etc., qui est très bien. Mais ils sont toujours intéressés de voir, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années ou les 3 dernières années? Est-ce qu'ils ont amélioré? Est-ce qu'ils se maintiennent, etc. Fait qu'évidemment, on ne peut pas toujours améliorer, mais on peut maintenir une très bonne condition physique selon notre âge, etc. Donc, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez poser des questions. Je suis disponible pour ça. Je vois pas de questions. Je vois pas de questions. Je vais regarder encore, mais j'invite nos participants, si vous avez des questions, à les inscrire dans le Q&A. Ça peut être en lien autant avec la capacité aérobie, respiratoire ou prescription d'exercice ou en lien avec certaines maladies chroniques, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, je vois pas de questions. Donc, s'il y a des questions, les gens peuvent les inscrire aussi dans le courriel qu'on aura. Donc, j'aimerais remercier tout le monde pour votre participation au webinaire aujourd'hui. Est-ce que oui, il y a une question, excuse-moi, je viens de voir. Ah, il y a des questions. Bon, Est-ce alors, qu'il y a est-ce qu'il y a des programmes qui permettent d'estimer la capacité respiratoire à partir d'un programme sur vélo stationnaire? Euh, Parfois, ben, il y a les montres intelligentes qui le font de plus en plus. Donc, si vous faites de l'exercice, puis vous avez accès à une montre intelligente, ça peut être, tu sais, on entend souvent les personnes parler des Fitbit, les Apple Watch, c'est une montre Garmin, etc. Ça peut donner une estimation. Puis que souvent, c'est quand même pas si pire que ça. Tu sais, moi, j'en ai une. J'ai l'opportunité de faire souvent des tests sur moi-même. C'est pas loin. Ça vous donne une bonne idée. Ça fait que c'est quand même intéressant à voir. Puis, tu sais, des fois, si vous voyez vos valeurs sont bonnes, mais c'est ça. Là, on va consulter davantage. On essaie de voir, mais comment on peut faire pour améliorer la situation pour avoir une meilleure capacité cardio-respiratoire. C'est un peu difficile de faire le test par soi-même, mais ça pourrait arriver là, de trouver des genres de formules de prédiction, puis si vous avez le bon équipement pour le faire. Là. Mais comme je mentionnais, la technologie maintenant, là, si vous l'apportez pendant que vous faites de l'exercice, après quelques semaines d'entraînement ou quelques mois, là, va vous donner des valeurs. Surtout les cardio-fréquencemètres là, qui ont des GPS, là, puis qui sont capables de mesurer, qui voient comment vite que vous marchez. C'est toi. la prochaine question. Quels sont les tests si on veut savoir si nous avons une maladie vasculaire? Euh,
Ça, maintenant, avec la technologie, médicale, il y a plusieurs tests qui peuvent être faits. Tu sais, à la base, c'était une épreuve à l'effort, un peu comme qu'on fait dans les projets de recherche là, avec Dr. Kenny, là. On fait un VO2 max avec ECG et cetera. Nous autres, on le fait en recherche justement pour s'assurer qu'on n'a pas des participants qui ont une maladie cardiovasculaire, puis on ne va pas les mettre à risque là, dans la chambre environnementale, dans les chaleurs élevées, là. Ça fait que c'est des choses qu'on fait. Donc, en milieu hospitalier, ils font ces tests-là également avec ECG. Nous autres, notre but, c'est pas de faire du dépistage, mais ça arrive parfois qu'on voit des personnes qui ont des maladies. Ça, c'est le test de base. Mais maintenant, en milieu hospitalier, là, on a différents tests, la médecine nucléaire, qui sont capables d'avoir une meilleure image. On a les stress échocardiogrammes, etc., qui va être capable de dépister sur la maladie cardiovasculaire. Donc ça, il faut vraiment avoir une référence en milieu hospitalier. Parfois, en recherche chez les personnes âgées, là, comme je disais, nous autres, on n'a pas le choix, on fait les tests avec ECG, etc. Puis ça arrive à l'occasion qu'on va trouver des personnes qui ont des problèmes qu'ils ne savent pas, là, puis on les prendra pas dans le projet, puis on va les référer au médecin. Mais oui, parfois, c'est avoir les tests en milieu hospitalier, là, ça peut être assez difficile avec les listes d'attente et toutes les demandes qu'il y a, là, donc qui est pas toujours évident. Prochaine question. Y a-t-il encore un projet de recherche sur la santé des Canadiens français? Hi! Bonne question, à Ottawa, heu je pourrais p il me semble que oui, là. Pas l'original qui avait plusieurs passés qui faisait des données normatives, là, mais il y en a une, je ne sais pas si c'est à Ottawa, peut-être, Docteur Kanishi. Il y en a une, chez les personnes âgées, un groupe ici à Sherbrooke, qui font un suivi là, longitudinal avec les personnes âgées. Mais elle, là, si, c'est l'étude là, ou le projet là, qui a commencé comme 20 quelques années passées, là, à l'occasion, oui, il y a des personnes qui vont se promener, ils vont faire des cueillettes de données, mais c'est ça, là, c'est pas, je OK. sais pas à Ottawa s'il y a de quoi, là. Une prochaine question. Est-ce que les poids libres et machines peuvent contribuer à la santé cardiovasculaire? Oui, et souvent, il y a des personnes, justement, ils sont limités côté musculaire. C'est ça qui leur permet pas d'en faire assez côté aérobie. Ça fait que les 2 vont ensemble, c'est important, là. Puis même, qui vont contribuer de façon différente, mais qui va jouer un rôle important, plus au niveau de la force musculaire, développement de la qualité musculaire, mais qui va aider la personne quand elle va faire de l'exercice. Puis on le voit même chez les études sur le diabète, là, par exemple. Rajouter l'entraînement contre résistance va avoir un impact important sur le contrôle de la glycémie, et cetera. Ça fait que les 2 sont importants. Moi, j'ai tendance à tu sais, si quelqu'un est limité en temps, faites au moins l'exercice aérobie, mais le plus possible, essayez d'intégrer tranquillement. Ça en prend pas beaucoup, mais essayez d'intégrer l'exercice contre résistance. Ça va avoir un impact important au niveau de plusieurs maladies chroniques. OK. Après avoir lu le livre de Peter Attia, Outlive, je me demandais où on pouvait avoir ce test de VO2 max. Ouais. Ouais, il est drôle ce type-là, c'est un médecin, puis pour ceux qui vont sur YouTube, regarder des chaînes là, à l'occasion, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. C'est très bien qu'est-ce qu'il fait, puis j'ai même vu dernièrement qu'il présente certaines des études que je présentais, là. Oh, Ça fait que c'est très bien qu'est-ce qu'il présente. C'est un médecin, qui prêche beaucoup, par l'exercice, donc pour ceux qui veulent le suivre sur la chaîne YouTube. VO2 max, comme je disais, le gold standard, le standard, c'est vraiment comme qu'on fait nous autres en recherche. Ils vont le faire à l'hôpital d'Ottawa, par exemple, chez les patients cardiaques, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Mais si vous n'avez pas accès ou vous n'avez pas intérêt à participer à des projets de recherche, etc., vous pouvez avoir un kinésiologue qui n'a peut-être pas tout l'équipement, mais il y a des endroits qui ont l'équipement, comme à Peak Performance Center à Ottawa, ils ont l'équipement pour faire ça. Il faut juste s'assurer, est-ce qu'ils sont confortables si vous avez une maladie chronique? T'sais, si vous êtes quelqu'un qui est atteint de maladie cardiovasculaire, vous avez le diabète, et cetera, il faut juste s'assurer que la personne qui fait le test, est-ce qu'il a de l'expérience avec cette population-là? Est-ce qu'il est capable de reconnaître s'il va y avoir des complications? C'est la seule chose que je dirais, mais vous savez des endroits où vous pouvez le faire. Puis on n'est pas toujours obligé d'avoir la grosse technologie, là. Juste faire un test sur tapis roulant ou sur vélo, sans les échanges gazeux.
Puis là, on peut prendre des formules de prédiction. Il y a plusieurs kinésiologues dans votre région là, qui sont capables de faire ceci. Une autre question. Quelle exactitude pourraient avoir certains appareils d'exercice, comme les machines à ramer, qui donnent les données en watts? Hmm. Et est-il possible de convertir les watts en mètres? Euh, oui, c'est possible de convertir les watts en mètres, mais quand on fait l'exercice, ça ne donne pas nécessairement les mètres maximales. Là. Il faudrait faire un test pour prédire les mètres maximales. Euh, Avoir les watts pendant l'exercice, qu'est-ce qui est intéressant? Ça vous permet de vous dire exactement quelle charge de travail que vous êtes en train de faire. Puis c'est comparé par la suite, est-ce qu'il y a des améliorations? Si vous avez un programme structuré, le but, ce n'est pas toujours d'aller intense. Moi, je dis tout le temps, c'est 80% à peu près du volume d'entraînement devrait être à des intensités que vous êtes capable de maintenir pendant plusieurs minutes. Fait que si quelqu'un, par exemple, je vais dire n'importe quel chiffre, là, quelqu'un est sur la rameur, puis il va à 100 watts, puis est capable de maintenir ça pendant 30-40 minutes, on appelle ça de l'aérobie. Mais là, si on veut intégrer un peu d'intensité pour davantage améliorer leur capacité cardio-respiratoire, mais si la personne fait du 100 watts pendant 30 minutes, il peut faire un échauffement de 10-15 minutes à 75-80 watts, puis là, il va faire des intensités, peut-être de 1 à 2 minutes à du 140 watts, 150 watts, là revient l'intensité de récupération un petit peu plus basse, etc. Ça fait que ça permet un peu de quantifier l'intensité de l'exercice, comme qu'on pourrait faire sur tapis roulant, qu'on va justement varier les intensités d'exercice. Puis, fait que c'est un peu, ça fait que ça donne une valeur, puis voir comment qu'on progresse, etc. Et une autre question. Quelqu'un a déjà fait 2 fois par semaine 1 heure de Pilates et marchait 1 fois par semaine. Maintenant, à 80, la personne fait de l'hypertension. Que faire pour baisser le besoin de baisser la tension artérielle? Et c'est une femme OK. qui pose la question. OK. Donc, au niveau de la pression artérielle, puis qu'est-ce qui est intéressant? Euh, c'est qu'on peut le faire de différentes façons. On le sait que si on fait une session d'exercice, on a souvent ce qu'on appelle c'est une hypotension post-exercice, puis ceci peut persister pendant 2, 3, 4 heures par la suite. Donc, juste faire 30 minutes de marche, la pression artérielle peut être plus basse pendant 2, 3 heures par la suite. Donc, parfois, c'est d'entrecouper ça également dans la journée. Donc, quelqu'un dit, ben, je n'ai pas 40 minutes à faire tout d'un coup. Il y a des études qui démontrent, ben, faire 2 fois 20 minutes, 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, tu vas avoir autant d'impact. Le but, c'est d'essayer d'en faire de façon quotidienne. Puis même si c'est seulement des journées de 10 minutes, ça va avoir un impact sur la pression artérielle. Donc, n'importe quoi qui est soutenu aérobie, puis c'est d'arriver puis de trouver des façons faciles de bouger. Il y avait des personnes moi, qui faisaient de l'hypertension, je disais, mais ton travail est à 15 minutes de marche, la maison. T'sais. Pourquoi tu ne marches pas le matin, ce 15 minutes-là, 15 minutes de revenir sur l'heure du dîner, retourner, etc. Donc, ça a eu un impact significatif sur la pression artérielle. Ça fait que la pression artérielle, c'est une variable qui peut se moduler assez, ou un facteur de risque qui peut se moduler assez facilement. Ça demande juste la persévérance d'en faire de façon quotidienne et à tous les jours. L'autre chose, ben, c'est l'alimentation. Il faut s'assurer que l'alimentation ne vient pas avoir l'effet inverse. Aujourd'hui, c'est très difficile, là. Euh, quand on va faire l'épicerie, euh, il y a du sodium dans tout. OK? Donc, puis le sodium, ça augmente la rétention d'eau, ça augmente la résistance périphérique, ça augmente la pression artérielle. Donc, c'est rendu très compliqué. Parfois, on consomme trop de sodium sans le savoir, puis ça vient un peu annuler notre effet bénéfique de faire de l'exercice. Mais ça demande de faire de l'exercice un peu de façon quotidienne, mais c'est pas obligé d'être 1 heure par jour, là. Juste l'effet de faire 20 minutes là, va avoir un impact sur la pression artérielle pendant une bonne période de la journée. Merci. Il y a quelques autres questions, mais nous sommes rendus à la fin de la session. Donc, il y a certaines personnes qui ont indiqué que c'était très intéressant aussi et qu'ils avaient appris beaucoup. Donc, j'aimerais remercier tout le monde pour votre participation
Et je vous invite justement à poser vos questions dans le courriel que vous allez recevoir. Donc, merci pour votre participation. Puis la section d'Ottawa tient à remercier beaucoup Dr. Boulay pour cette présentation très instructive. Également, nous tenons à remercier le Dr. Kenney, encore une fois, de nous avoir aidés à organiser la séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de consulter le courriel de suivi qui vous sera envoyé après la session. Il va y avoir des renseignements sur la façon d'accéder au webinaire et aussi les coordonnées de nos présentateurs. De plus, n'oubliez pas que vous pouvez toujours inviter des non-membres à notre session ou à nos webinaires et qu'ils ou elles peuvent nous essayer en tant qu'invités. Pour vous inscrire au prochain webinaire, veuillez visiter le site web de la section d'Ottawa. L'adresse de notre site sera incluse dans le courriel. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Parfait.